Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Grégoire Pasquet, CEO et fondateur de Wordia et dernière participation de Caporn. Et le but, la thématique du jour, c'est de parler des différentes difficultés entre deux tours successifs de levée de fonds. Wordia a réalisé un premier tour, une première levée de 2 millions d'euros avec Caravelle et un second tour de table avec Caporn, Raise et Red River West de 19 millions cette fois. Et donc l'idée, c'est de comprendre un petit peu plus quelles sont les différentes difficultés, les éléments à préparer et les éléments de focus qu'on va avoir plus en seed qu'en série A qu'en série B, afin voilà, de permettre à l'entrepreneur de gagner du temps et de se concentrer sur les aspects qui comptent en fonction de la maturité de l'entreprise. Grégoire, est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter et nous présenter Wordia? Ouais, écoute, avec plaisir. Donc, Grégoire, je suis CEO de Wordia, comme le disait François. Wordia, on est une plateforme de voyage sur mesure en marque blanche pour travailler en B2B2C avec des marques qui veulent proposer une très bonne expérience de voyage à leurs utilisateurs. Et concrètement, on leur apporte à la fois une plateforme techno, un catalogue produit qu'on va sélectionner avec soin et qui va être adapté aux besoins de leurs clients. Et on va également leur apporter toute l'expertise destination et le conseil pour leurs utilisateurs si jamais ils ont des questions sur les destinations, sur les produits qu'on vend, pour les aider à planifier leur voyage. Ok, très clair. Et ton parcours pour arriver jusqu'ici? Alors, après être passé en école de commerce, j'ai eu une première expérience chez BetClick, qui est un site de paris sportifs qui se lançait en France à l'époque. Donc, une première expérimentation d'une hyper croissance. Et ensuite, j'en ai profité pour rejoindre la holding qui possède BetClick, qui s'appelle Love Group, sur un projet intrapreneurial pendant un an. Et c'est là que j'ai rencontré deux de mes associés, avec lesquels on a mis en contact, un de mes amis de Love Group. Et ils m'ont présenté l'idée de Wordia. J'ai trouvé ça top, on s'est très bien entendu et on a décidé de lancer l'activité dans la foulée. Très clair. Écoute, je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Avant de rentrer dans les détails, globalement, je sais que c'est subjectif, mais quelle levée de fonds a été la plus compliquée? Ou la plus compliquée, par la plus compliquée, j'entends la plus chronophage, la plus complexe à réaliser. Est-ce que c'est tranché ou pas déjà Oui, pour nous, la plus compliquée, ça a été le seed. Ok. Parce qu'on n'avait pas forcément d'expérience de levée de fonds. C'était pour les 4 fondateurs de notre première boîte. Ouais. Et donc, du coup, la levée de fonds, on entendait beaucoup parler de ça. Dans les médias, ça commençait déjà à être à la mode. Ouais. Mais on n'avait pas réalisé nous-mêmes. Et donc, toute la partie roadshow, la préparation en amont, on ne l'avait pas forcément anticipé de la bonne manière à tous les égards. Donc, du coup, ça a été un peu plus compliqué sur cette partie-là. Par plus compliqué, on va rentrer dans le détail. Est-ce que déjà, tu as de mémoire, à peu près en arrondissant, une idée du temps, du cycle de vente que ça a constitué de différents tours de table? Entre le moment de la rencontre du premier fonds et le closing. Alors, sur le seed, ça nous a pris à peu près, je dirais, 7 mois. Ok. Entre la première rencontre et le closing. Alors, sachant que sur les 7 mois, il y a eu un roadshow plutôt long et un closing très rapide. Ouais. Alors que sur la série A, donc le deuxième tour de financement, là pour le coup, on a pris au total à peu près 5 mois. 5 mois, ouais. Je dirais 4 mois et demi, 5 mois. Et le roadshow a été finalement très rapide. Ce qui a pris un peu plus de temps, c'était le closing, parce que évidemment, le niveau de maturité de la boîte n'était pas le même. Ouais. Donc les audits, les négociations ont été un peu plus longues parce qu'il y a 3 fonds qui sont rentrés, alors qu'on n'en avait qu'un seul qui était rentré sur le tour de seed. Okay. Et donc du coup, le délai total a été plus court, mais avec une répartition un peu différente entre roadshow et closing. Ok. Rentrons dans le détail. Je te propose de te citer quelques thématiques que l'on présente habituellement au VC, etc. Comme l'équipe, le business model, le business plan, etc. Le but, c'est évidemment de nous dire quel moment il a été le plus difficile de présenter cet aspect. On commence par l'équipe, par exemple, la présentation du background, la complémentarité entre une expertise techno, métier, etc. Tous les éléments liés à l'équipe, à quel moment il a été plus compliqué de présenter cette notion? Alors nous, c'est peut-être un peu particulier, je pense que c'est encore une fois sur le site, parce qu'on avait une équipe, on était 4 fondateurs, mais un des 4 fondateurs n'était pas opérationnel à 100%. D'accord. Au moment du site, et donc du coup il y avait une petite gymnastique à effectuer pour expliquer le pourquoi du comment, Okay. Et comment cette personne allait s'inscrire dans la durée sur le projet, sachant qu'elle n'était pas opérationnelle. Okay.
Et ensuite, on avait aussi peut-être une répartition des rôles qui était un peu moins claire au début, Ouais. parce qu'encore une fois, la boîte était moins structurée. On avait besoin d'être tous un peu plus touche à tout et d'adresser différents sujets. Ouais. Alors que à partir du deuxième tour de financement, bah là, on avait chacun une répartition très claire de nos rôles. D'accord. On était tous opérationnels et l'activité, la croissance des années qui ont précédé le tour nous ont imposé de chacun s'occuper d'un domaine très particulier dans la boîte et donc du coup c'était beaucoup plus simple de présenter l'équipe à ce moment-là. À chaque fois, je te demanderais de donner un conseil bref. Comment, si on devait refaire le passé, quel conseil tu pourrais donner à un entrepreneur pour gagner du temps au premier tour de financement, on va dire en seed, pour présenter l'équipe ou pour gagner du temps et être plus convaincant face à des VC? Bah, avoir une répartition des rôles qui est assez claire et qui permet de montrer la complémentarité des équipes. Ok. Nous, on avait chacun était bon sur des domaines qui pouvaient être parfois similaires et du coup, on n'avait pas forcément réparti de manière vraiment tranchée. Et je pense qu'apporter de la clarté là-dessus et montrer la complémentarité sur chacun des domaines, ça va être beaucoup. Ok, je passe à un deuxième sujet qui n'a rien à voir. C'est la thématique de la relation avec les VC. Le network, l'identification des VC, toute cette mécanique de relationnel et de réseau avec les investisseurs. À quel moment ça a été le plus compliqué? Bah, encore une fois, sur la différence entre le premier tour de financement et le deuxième, Ouais. c'est que on a rencontré les VC pour la première fois sur le tour de seed. Donc évidemment, il y a une entrée en matière qui est un peu différente. Ouais. Dans le second tour de financement, on a rencontré beaucoup de VC pour la première fois, mais il y en avait aussi d'autres qu'on avait déjà rencontrés sur le tour de seed. Et donc du coup, forcément, ils ont vu aussi la trajectoire qu'on avait, ils ont vu la croissance qu'on a été capable de générer entre les deux discussions. Et donc du coup, il y avait un côté évidemment très rassurant pour eux parce qu'ils ont vu qu'on avait délivré ce qu'on avait vendu pendant le roadshow de seed. Ils ont vu qu'on avait délivré même s'ils n'avaient pas investi avec nous à ce moment-là. Cette notion de suivi dont tu parles, on entend souvent, enfin, il est commun de dire à un entrepreneur qui ne lève pas encore des fonds d'aller rencontrer des VC pour justement gagner du temps, avoir ce suivi avec les VC que tu as eu entre le premier et le deuxième tour. Ouais. Tu es d'accord? Oui, je suis assez d'accord. Après, il faut juste faire attention à ce que ce soit assez clair aussi dans le discours que tu as quand tu rencontres ces VC-là, de ne pas être en mode je veux lever mais je ne lève pas alors que je serais quand même prêt à lever. Il faut être assez clair sur le timing dans lequel tu te situes et si tu es en discussion de lever, et si tu rencontres des gens pour lever dans les 2 mois qui arrivent, si tu les rencontres parce que tu te dis que tu vas lever dans 12 ou 18 mois. Ok. Je pense qu'il faut être assez clair sur ce discours-là parce que sinon, le risque c'est de perdre le VC sur tes objectifs. Ouais. Et donc, du coup, qui juge ta boîte, ou en tout cas qui fasse une idée de ta boîte qui n'est pas forcément celle que tu voudrais parce que tu n'es pas dans l'anticipation. Ok, très clair. Je passe du coq à l'âne, les négociations juridiques. Bon, évidemment, on va pas rentrer dans le détail parce que nous sommes partie prenante, mais qu'est-ce qui a été le plus compliqué? Là encore, je pense qu'on ne parle pas des mêmes niveaux de développement de la boîte, donc la complexité n'est pas la même. Ouais. Sur le premier tour de financement, on n'avait pas d'investisseurs au capital. On avait fait un peu de love money, mais c'était finalement très, très marginal. Et donc, il n'y a pas eu vraiment de négociation juridique à proprement parler. Okay. L'audit de la boîte il est très rapide aussi. Le niveau de développement font que c'est assez simple. Sur le tour de financement qu'on a fait ensemble, ouais. Le fait qu'il y ait déjà 3 investisseurs qui aient chacun leur sensibilité, que la boîte était 10 fois plus grosse qu'au moment du seed, forcément il y a des enjeux qui ne sont pas les mêmes, les montants investis ne sont pas les mêmes, donc il y a une intervention plus forte des avocats. Quel conseil tu peux donner justement pour peut-être dans un second tour de financement être mieux accompagné ou... Alors ouais, être mieux accompagné et surtout garder en tête pendant tout le développement de votre boîte que vous allez être audité à un moment donné. Et je dois avouer que nous, ce qui nous a aidé, c'est qu'on avait déjà subi un audit assez important il y a quelques temps. Et donc, du coup, on avait en tête tous les documents qui allaient être nécessaires et qu'il allait falloir fournir à un moment donné, que ce soit sur les aspects contractuels, sur les aspects sociaux, sur les aspects chiffre d'affaires évidemment et comptable. Mais on avait déjà bien structuré l'info. Et je pense que ça permet de gagner énormément de temps dans la période d'audit qui est souvent stressante parce que les term sheets sont signés, mais l'argent n'est pas encore sur le compte. Et il y a beaucoup d'histoires de petits événements qui font capoter un deal. Et donc je pense que vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est de bien structurer tous les éléments administratifs de sa boîte, qu'on soit en roadshow, qu'on soit en levée ou non, mais pendant toute l'activité d'avoir quelque chose de très clair pour pouvoir vraiment gagner du temps au moment de la partie juridique. Très clair. Extrêmement clair.
Encore deux, trois éléments et ensuite on enchaînera. Les aspects liés à la techno. Il y a certains fonds qui font des audits techno. Alors, oui, bon, c'est pas une boîte de deep learning, mais il y a quand même un asset techno chez Wardia. Ça a été plus compliqué au premier tour ou au second tour? Alors, nous, on a la chance d'avoir un des fondateurs qui est CTO chez Wardia, qui est extrêmement carré. Donc, l'audit techno n'a jamais été un sujet parce qu'on sait qu'on a quelque chose de parfaitement structuré, qui est très attentif aux bonnes pratiques, aux dernières nouveautés en termes de code de déploiement ou autre. Donc, du coup, pour nous, la techno a toujours été vraiment un asset fort. Et il n'y a eu aucun sujet sur cette audit-là. Ok. Quel que soit le tour. Pour nous, il n'y a pas eu de distinction. Ok. Techno, on met au milieu parce qu'il n'y a pas eu, et on barre parce qu'il n'y a pas eu de. Nous, il n'y a pas eu de sujet. Mais je pense que ça peut vraiment être un sujet. Si par exemple on ne maîtrise pas la techno en interne, je pense que sur un tour de site ça peut être très compliqué. Nous, on avait fait développer au début la plateforme par une SS2I. Au tout début. Très rapidement, on s'est rendu compte que c'était parfaitement incompatible avec un développement et une croissance forte. Et donc, on a réinternalisé la techno en faisant rentrer Christian justement en quatrième fondateur très rapidement. Et à partir de ce moment-là, ça n'a plus été un sujet. Mais je pense que ça peut vraiment être un sujet sur le premier tour de financement sur le site si on ne maîtrise pas la techno. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a très peu de boîtes qui lèvent, à mon avis, sans la maîtriser. Avant-dernier thème, et on nous pose souvent la question, c'est les éléments financiers et la croissance. Les entrepreneurs nous posent souvent la question de savoir à quel moment de la courbe tu vas avoir des VC. Et évidemment, plus tu as une courbe exponentielle, plus c'est intéressant et plus tu réussis, tu as des chances de lever, parce qu'in fine, c'est un élément important. Deux questions. Un, à quel moment il a été le plus compliqué de prouver, de démontrer que les chiffres que tu avais étaient bons? Et deux, est-ce que tu pourrais, selon toi, nous dire qu'est-ce qui t'a fait déclencher ta levée de fonds? Commençons par les éléments financiers. La difficulté, c'est que je pense qu'il faut regarder ces éléments financiers par industrie. Parce qu'en fonction de l'écosystème dans lequel tu évolues, et en fonction des comparables que peut avoir la VC, il faut que tu sois quand même plutôt dans la fourchette haute des comparables qu'ils peuvent avoir. Donc, si tu es sur du SaaS pur, ça va être le MRR et le churn qui vont être importants. Nous, on n'était pas sur du SaaS, par exemple, on est sur du travel. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes, on n'est pas dans le SaaS travel. Il y a beaucoup de boîtes qui ont levé dans le travel sur les 18, même 36 derniers mois. Et donc, du coup, les VC voient beaucoup de boîtes. Et à toi d'estimer si tu es plutôt dans la fourchette haute ou dans la fourchette basse en termes de KPIs, que ce soit sur le chiffre d'affaires, que ce soit sur le cash que tu as brûlé, que ce soit sur le marketing dépensé si tu es dans un modèle B2C. Donc, je dirais, pour moi, il n'y a pas un chiffre en tant que tel qui permet de dire il faut attaquer un tour de financement ou non. Évidemment, ça tout le monde le dira, mais l'idéal, c'est de ne pas en avoir besoin. Ça permet déjà d'être plus détendu et d'avoir un levier de négo qui est plus important. Et surtout, il faut s'assurer que dans les 3-4 comparables qui ont levé ou qui vont lever dans la même période que toi, il faut s'assurer d'être au moins aussi performant, voire plus performant. Sur les éléments financiers de croissance, donc ta croissance financière, tu as plus été challengé au début avec moins de chiffres ou un peu plus tard avec plus de chiffres et donc plus de matière à analyser? Je pense qu'on a clairement été plus challengé sur le deuxième tour de financement. Mais encore une fois, c'est légitime parce que la boîte est beaucoup plus grosse. Donc, les taux de croissance sont plus complexes à réaliser. Évidemment, quand tu pars de zéro et que tu arrives à quelques millions de chiffres d'affaires, tu peux avoir des croissances annuelles qui vont être de l'ordre de 150, 200, 300% assez facilement. Bien sûr. Quand tu réalises déjà plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, aller chercher une croissance de 50 ou 60%, c'est déjà pas mal. Et si tu arrives à toper les 100%, c'est vraiment très bien. Donc, est-ce que tu as un conseil à ce sujet, que ce soit en seed ou en série A? Est-ce qu'avant de réaliser ta levée de fonds, tu as embauché un CFO qui a tout mis au carré pour avoir des bons KPI, etc. Voilà, est-ce que tu as un conseil à nous donner? Nous, on a toujours été assez attentifs aux KPIs, mais en focalisant sur certains qui étaient pour nous très structurants et sans forcément noyer nos interlocuteurs sur des KPIs qui ne seraient pas nécessairement pertinents, en tout cas à certains stades de développement. Moi, un conseil que j'aurais donné, c'est que la croissance est une bonne chose, mais je sais que nous, un des éléments qui a beaucoup plu à nos investisseurs, c'est que c'était une croissance qui était maîtrisée en termes de cash burn en face.
Et donc, c'est-à-dire que, oui, on avait une belle croissance, évidemment. Il y a sûrement des boîtes qui ont des croissances plus exponentielles que les nôtres, mais avec un investissement et un cash cramé tous les mois beaucoup plus important. Nous, ce qui a plu à nos investisseurs, je pense que tu pourras le confirmer, c'est qu'on a réussi à avoir une très belle croissance en ayant finalement levé un site que de 2 millions, ce qui aujourd'hui est finalement plutôt la fourchette un peu basse, on va dire, sur des tours actuels. Et avec ces 2 millions, on a réussi à faire x10 en chiffre d'affaires en l'espace de 2 ans, 2 ans et demi. Et donc ça, je pense que ça a beaucoup plu parce qu'on a réussi à atteindre une quasi-rentabilité. Et là, cette année, on sera à l'équilibre, tout en ayant une croissance qui reste très bonne et très performante. Et ça, je pense que c'est... faut pas regarder que la croissance, il faut aussi regarder les capitaux mobilisés en face. Et ça peut être extrêmement valorisé auprès de certains investisseurs qui vont comprendre qu'on est capable, avec peu de moyens, de faire beaucoup. Et donc, du coup, qui sont prêts à nous donner beaucoup plus derrière pour accélérer de manière vraiment significative. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vraiment, en tout cas, quelque chose qu'on regarde beaucoup chez Caporn, c'est le cash efficiency. Tu as levé 2 millions, tu es arrivé, on va pas dévoiler tous tes chiffres, mais tu as un multiple avec 2 millions, tu as réussi à réaliser plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires. Et ça, c'est un élément extrêmement rassurant. Donc, si effectivement, on peut le mettre en exergue. Je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, on insiste beaucoup sur les montants levés, mais on insiste assez peu sur les montants dépensés. Et on parle souvent de chiffre d'affaires, c'est un des métriques qui est important, mais on le rapporte rarement au cash dépensé pour obtenir ce chiffre d'affaires. Je pense que c'est important. Après, nous, c'est aussi un peu plus simple. On est dans un modèle B2B2C, donc on n'a pas à construire de marque forte comme sur un modèle B2C. Encore une fois, les enjeux ne sont pas nécessairement les mêmes. Mais je pense que c'est important de garder en tête qu'une belle croissance et un beau chiffre d'affaires ne sont pas la seule qualité que vous pouvez vendre à des VC et avoir vraiment une capacité à maîtriser vos dépenses de cash pour atteindre des résultats qui sont significatifs et aussi quelque chose qui vont valoriser. Très clair. Dernier point, et ensuite on arrivera à la conclusion, les objectifs de financement. Donc, présenter à tes investisseurs pourquoi tu lèves 2, et pas 5, etc. Et là, pourquoi tu lèves beaucoup plus. À quel moment ça a été le plus compliqué? Est-ce que tu as un conseil à nous donner par la suite sur le sujet? Je pense que ça a été probablement un peu plus compliqué sur le deuxième tour de financement. Parce que on est en capacité de faire beaucoup plus. J'ai essayé de préciser un peu mon point. Sur le premier tour de financement, on a validé un product market fit. On a montré qu'on savait faire avec un gros client et l'idée c'est de dire comment est-ce qu'on peut le déployer à une dizaine de clients. Et donc la roadmap finalement, il n'y a pas 50 possibilités. Tu ne vas pas chercher tes relais de croissance sur des nouveaux marchés, tu ne vas pas les chercher sur des nouveaux types de partenariats ou autres. Ton relais de croissance, c'est répéter ce que tu as réussi à faire avec un ou deux gros clients et le répéter sur une dizaine, ou une vingtaine, ou une trentaine. Donc la roadmap, elle est très claire et tous les recrutements vont aller dans ce sens-là. Quand tu arrives sur, en tout cas pour notre cas, dans le deuxième tour de financement, tu l'as validé avec plusieurs dizaines de partenaires, tu vois que ça marche bien. Et donc l'idée, c'est de savoir comment est-ce que tu peux capitaliser sur ce que tu as créé avec des partenaires ou des typologies de partenaires existants, mais aussi avec potentiellement des nouveaux marchés, des nouveaux types de partenaires. Et donc là, tu dois montrer ta capacité à diversifier, à aller conquérir de nouveaux marchés, sachant que ce n'est pas forcément quelque chose que tu as fait. Et donc, tu as un peu moins de visibilité sur les moyens nécessaires et requis pour adresser ces différentes problématiques. Tu n'es plus dans une logique d'une seule problématique, tu en as 3-4 qui vont se superposer. Et donc, il y a un peu plus d'inconnus quand même. J'ai trouvé en tout cas que sur le premier tour de financement où tu as 18 mois, tu sais ce que tu dois faire, c'est vraiment limpide. Là, sur le deuxième tour de financement, on sait évidemment ce qu'on doit faire, mais il y a plus de sujets à aborder et c'est aussi pour ça évidemment qu'on a levé beaucoup plus. Ok, très clair. Si on prend un peu de recul par rapport à tout ça, et si on fait une conclusion, selon toi, à chaque tour de financement, enfin, par exemple entre le premier et le deuxième, à quel endroit l'entrepreneur doit vraiment mettre le curseur? C'est-à-dire prendre du temps, mettre l'accent, mieux se préparer. Est-ce que tu as un conseil pour chaque levée? Je pense que sur le premier tour de financement, ce qui est très important, c'est d'avoir un business model relativement simple à expliquer, en fait, qui soit vraiment très clairement défini pour que l'investisseur puisse rapidement se projeter à 18-24 mois. Notre cas, par exemple, c'est que nous, on faisait encore un peu de B2C à l'époque, on n'avait pas forcément notre positionnement B2B2C extrêmement clair, et donc je pense que ça nous a un peu porté préjudice. Donc avoir vraiment un business model
limpide, vous allez pouvoir répliquer rapidement dans les 18 mois qui suivent avec un nombre de partenaires prédéfinis ou en tout cas cible en temps. Sur le deuxième tour de financement, là quelque part, vous avez déjà fait vos preuves et donc l'enjeu c'est de montrer jusqu'où vous pouvez aller, jusqu'où vous voulez aller. Et donc il y a un enjeu d'ambition qui est beaucoup plus important, je trouve, sur le second tour de financement, parce que ayant déjà validé le modèle, l'ayant répliqué et ayant, pour ceux qui ont la chance, quasiment atteint l'équilibre, on est vraiment sur une problématique de jusqu'où je peux aller. Ce qui n'est pas forcément le cas sur le tour de cible où la logique c'est de dire est-ce que je peux le faire. Très clair. Et donc du coup, bien mettre en avant sa vision et son ambition, je pense que c'est quelque chose qui est important au niveau du deuxième tour de financement. Très clair. On termine par une question bonus, qui est une question qu'on nous pose souvent également, un petit peu polémique et qu'on n'a pas forcément préparé ensemble. Toutes les boîtes ne sont pas faites pour lever. On voit que c'est long, 7 mois ici, 5 mois, des aspects de négociation compliqués. Donc, pourquoi toi tu as levé? Et 2, pourquoi toutes les boîtes selon toi ne sont pas faites pour lever? Alors, nous on a levé parce que on considère qu'on avait besoin d'accélérer. Nous, on a une industrie, donc le travel, qui est en train de pas mal changer, enfin, qui est en évolution permanente depuis pas mal d'années. Mais il y a un vrai enjeu sur tout ce qui est voyage personnalisé dans les 5 à 10 années qui arrivent. Et on a aujourd'hui une position qui est très innovante et on est les seuls à avoir la plateforme qu'on a développée. Donc il y a un enjeu à maintenir notre avance et à accélérer fort à la fois sur notre marché historique, la France, en Europe et éventuellement sur d'autres géographies, on a les États-Unis en ligne de mire pour les 12 mois qui arrivent. Donc nous, on a vraiment un enjeu d'accélération, on ne lève pas pour survivre. Et on a un business model qui est pérenne, on gagne du chiffre d'affaires, on était à peu près à l'équilibre cette année. Donc nous, c'est un vrai enjeu d'accélération. Et je pense que dans ce contexte-là, évidemment, c'est plus confortable de lever que si tu as besoin à tout prix du cash qui est injecté pour survivre. Donc, de ce point de vue-là, je pense que le caractère obligatoire ou non de la levée, il peut se définir de deux manières. Soit tu considères que tu as besoin de lever pour vivre. Bon, bah là, de toute façon, effectivement, quand tu es sur des modèles qui requièrent énormément de capitaux au départ, ce genre de choses, il va falloir lever et en fonction de ton ambition, tu vas lever plus ou moins beaucoup, en fonction de ta capacité à convaincre des investisseurs également. Et si tu l'as déjà fait avant, bah, c'est plus facile aussi. Tu vas avoir une capacité à lever. Si jamais tu n'en as pas besoin pour vivre, c'est un choix que tu dois faire avec tes fondateurs et que tu dois vraiment trouver parce que tu peux aussi te développer de manière plus lente, on va dire, mais avec des bonnes bases et des fondamentaux qui sont vraiment là. Et dans ce cas-là, ça dépend aussi de comment est-ce qu'évolue ton marché. Est-ce que tu es sur un marché qui va bouger très très vite et sur lequel du coup il faut maintenir une longueur d'avance? Est-ce que tu es sur un marché finalement qui est un peu moins concurrentiel et sur lequel tu peux te permettre de grossir un peu moins vite? Est-ce que tu veux te créer à l'étranger ou est-ce que ton marché local est suffisamment grand pour te satisfaire sur les 4-5 années qui arrivent? Donc, je pense que si tu n'as pas besoin de lever pour survivre, il faut vraiment se poser la question de ce que tu veux, quel modèle de boîte tu veux. Il faut aussi être conscient que quand tu lèves des fonds, bah, ça veut dire qu'à un moment donné, tu perdras le contrôle de ta boîte. Donc, si tu veux à tout prix monter sur une boîte patrimoniale ou avoir une boîte sur laquelle tu comptes t'engager sur les 20 prochaines années en gardant à chaque fois la majorité, lever n'est pas forcément ce qui est le plus pertinent. Et donc, il faut aussi savoir quel est le rapport que tu peux avoir en tant que fondateur à ta boîte. Est-ce que c'est un projet que tu souhaites accompagner jusqu'à la fin de ta carrière ou est-ce que c'est un projet que tu essaies de porter le plus loin possible rapidement et dans ce cas-là, je pense que la levée de fonds est un bon moyen d'accélérer. Très clair. Merci beaucoup pour ton temps et à très vite. Merci.